Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 7. PREFACE. Elle est morte le 15 mars, alors que je travaillais dans la cuisine. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, je me rends compte que je n'ai jamais pu me résigner à sa disparition. D'une certaine façon, je ne l'ai jamais acceptée. Chaque jour, maman se tient près de moi, et je sais que ce que j'ai pu accomplir dans ma vie a été grâce à elle. Simone Weil. Nous sommes tous confrontés un jour dans notre vie à la disparition de notre mère, et chacun assume ce passage comme il le peut, de manière plus ou moins douloureuse et difficile en fonction des sentiments intimes qui les liaient l'un à l'autre, mais aussi des circonstances dans lesquelles survient le décès. Si cruelle que soit cette séparation, pire encore est la situation de celui ou de celle qui ne la connaîtra pas, ayant été totalement privé de mère par des circonstances dramatiques de la vie. Si, comme pour l'auteur, cette séparation intervient alors que sa mère est très âgée et voit décliner ses capacités physiques et intellectuelles, son départ sera mieux accepté car il aura été anticipé et sera même devenu parfois une issue redoutée mais attendue comme une délivrance pour l'intéressé à laquelle on ne savait plus que souhaiter. Cet adoucissement de la raison, parfois lié à la fin de souffrances physiques ou morales que l'on ne savait comment apaiser, limite. 8. L'effet de surprise et de choc mais ne réduit en rien les sentiments de tristesse, de nostalgie éprouvés. Ainsi t'ai-je appelé est une conversation qui n'a jamais été interrompue entre l'auteur et sa mère, à la fois pour la raconter mais aussi et surtout pour continuer de vivre avec elle. Comment ne pas penser, en lisant le livre de Marie-Françoise Lafon, à la magnifique histoire de l'oiseau bleu de Maurice de Maeterlinck et au dialogue entre les deux enfants pauvres lancés à sa recherche et qui, croisant leurs grands-parents disparus, leur redonnent vie quelques instants en parlant avec eux. Grand-maman-t-il, eh bien chaque fois que vous pensez à nous, nous nous réveillons et nous vous revoyons. Til-til, comment il suffit que. Grand-maman-t-il, mais voyons tu sais bien. Til-til, mais non je ne sais pas. Grand-maman-t-il, à grand-papa-t-il, c'est étonnant là-haut. Ils ne savent pas encore. Ils n'apprennent. Donc rien? Grand-papa-t-il, c'est comme de notre temps. Les vivants sont si bêtes quand ils parlent des autres. Til-til, vous dormez tout le temps? Grand-papa-t-il, oui nous dormons pas mal en attendant qu'une pensée des vivants nous réveille. Ah! C'est bien bon de dormir quand la vie est finie. Mais il est agréable aussi de s'éveiller de temps en temps. Til-til, alors vous n'êtes pas mort pour de vrai? Grand-papa-t-il sursautant, que dis-tu? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà qu'il emploie des mots que nous ne. 9. Comprenons plus. Est-ce que c'est un mot nouveau, une invention nouvelle? Il y a 10 manières d'écrire la biographie de quelqu'un. Inventer le personnage, c'est alors un roman, ne mettre en exergue que ses qualités et c'est alors un panégyrique, analyser chaque point de sa vie et c'est alors une critique, embellir jusqu'à l'extrême la réalité et c'est alors de l'hagiographie, écrire n'importe quoi et c'est alors un abus de confiance. Raconter la vie de sa propre mère, ce ne peut être rien de tout cela tant il est évident que l'on est nécessairement au cœur de l'histoire, que l'on ne peut avoir une réelle distance pour mesurer les événements, pour les resituer dans leur environnement puisque l'on faisait soi-même partie à titre principal de cet environnement. La démarche de Marie-Françoise Lafon n'en est pas moins intéressante et ce, pour au moins 3 raisons. D'une part, elle nous parle d'un personnage, sa mère, dont la vie a été souvent difficile mais qui était dotée d'une forte personnalité et d'une inaltérable volonté, mais aussi de vulnérabilité qui la rendait attachante comme le besoin d'être aimée. D'autre part, ayant créé dans une ville de province, à Châteauroux, puis tenu pendant 50 ans une galerie, sa mère a entretenu des relations étroites avec de nombreux artistes, dont certains illustres, sur lesquels sont rapportés des faits et des anecdotes qui retiennent l'attention par leur côté inattendu et souvent humoristique. Enfin, l'auteur nous raconte notre propre histoire, cette relation à la fois unique. 10. Pour chacun mais aussi universelle des enfants avec leur mère. En bâtissant son ouvrage sur les surnoms successifs donnés à sa mère par les autres puis, dans les étapes plus avancées de sa vie par Marie-Françoise Lafon elle-même, cette dernière s'approprie sa mère et la fait revivre à nos yeux comme à ses propres yeux par un magnifique cri d'amour filial.
Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Livre d'Isaïe, chapitre 43 à 1. Gilles Volkovitch. 11. Prologue. C'était un 4 mai, ma petite Linette, un 4 mai au soir, un peu avant 9 heures que tu es sortie du temps. Il faisait beau au dehors. Nous étions au printemps. N'aurais-tu pas pu attendre le mois suivant, et nous quitter pour tes 95 ans? Ce seuil non représentable dont on ne saurait rien dire, les circonstances ont permis que tu le franchisses seul dans une petite pièce anonyme de transit, à l'intérieur d'un hôpital sous le contrôle et la surveillance d'une infirmière. Tu t'en es allé dans le dénuement même du réconfort de ma tendresse, presque misérable, pâle et en chemise, pareil à ces petites âmes candides voyageant côte à côte à l'intérieur d'un long tunnel sombre ouvert sur une trouée de lumière et si bien représenté par le peintre visionnaire Jérôme Bosch. Tu t'en es allé dans une sorte de dépouillement et d'abandon qui m'emplissent le cœur d'amertume et de compassion, alors que notre vœu le plus cher était que nos mains se rejoignent en cet instant ultime, celui de la seconde naissance selon certains, mais qui n'en demeure pas moins mystérieux, fascinant et redoutable. Qu'as-tu ressenti, ma Linette, en ton âme et ton corps? Ta conscience était-elle assez obscurcie pour que ta métamorphose t'échappe? Oui, qu'as-tu éprouvé, toi qui, depuis de longs jours, ne parlais plus, avant que d'être saisi par cette détresse respiratoire qui nous brisait le cœur mais ne t'empêchait pas pour 12. Autant, de poser sur celui ou celle qui pénétrait dans ta chambre un long et profond regard? C'était un 4 mai. Mais que t'importent aujourd'hui les dates et le calendrier, l'enchaînement des jours, des semaines, des mois, le retour des saisons, les années bissextiles ou non, les lunaisons, puisque te voici entré, du moins je le crois et l'espère, dans une fluidité, une dynamique ascendante ouverte sur la plénitude? Tu t'en es allé. Mais qu'en est-il de la mémoire de celui ou de celle qui a franchi le miroir? Vous, les chers disparus, vous souvenez-vous d'avoir été père, mère, frère, sœur, enfant, époux, épouse? Veux-tu, ma Linette, conserver trace de ton séjour terrestre, revisiter avec moi quelques-uns de ces moments qui nous ont constitués et ont nourri notre vie? J'aurais grand bonheur, vois-tu, à voyager dans notre histoire commune, à retrouver le regard que je portais sur toi dans ma prime enfance, les émotions et les échanges qui furent nôtres, un grand bonheur peut-être aussi à te mieux faire connaître et aimer. Mais ne sourirais-tu pas à l'arrière de l'invisible muraille? J'en ai comme un ressenti de l'âme, dois-je comprendre, que même de là-bas il ne t'est pas déplaisant que l'on parle de toi. C'était un 4 mai. Ces mots voltigent dans ma pensée, vont et viennent, s'attardent, comme s'ils craignaient qu'en ma mémoire s'efface la date d'un jour ô combien majeur et qu'avec elle, s'estompe ta silhouette, s'atténue ton visage, s'effiloche le souvenir. C'était un 4 mai. Il faisait beau au dehors, et la nuit en son aurore s'étendait doucement sur la ville. 13. Précédé par des arômes de fleurs et les fraîches vocalises d'un merle saluant la fin du jour. À cette heure où je m'adresse à toi, je me tiens devant la fenêtre par laquelle, presque chaque jour, papa surprenait le passage de 3 corbeaux traçant matin et soir leur chemin dans le ciel, bien au-dessus du labyrinthe des toits, de la mosaïque des arbres et des petites fourmis humaines sur les trottoirs. Ce 3e corbeau, qui était-il? S'agissait-il d'un couple suivi d'un rejeton peu pressé de prendre son indépendance, d'un veuf refusant sa solitude ou bien d'un ménage à 3? La fidélité légendaire des corvidés me fait douter de cette dernière hypothèse. Le paysage urbain, sais-tu maman, a quelque peu changé. De temps à autre, l'extrémité du bras d'une haute grue vient flirter avec une façade de la tour où j'habite. On s'attendrait presque à ce qu'elle la heurte. C'est qu'en centre-ville, à nouveau l'on construit. Abattre, édifier, ce sont là jeux d'adultes, les plaques de béton remplaçant les cubes colorés de l'enfance. À cette heure donc où je te parle, je suis seul en ma demeure, enfin, pas tout à fait. Non loin de moi dans sa volière silencieuse, immobile et de verre vêtu, Zonzon le perroquet, ici une oiselle, m'observe de son œil orange et marron glacé. Et oui maman, cet oiseau devant lequel tu t'arrêtais avec ce commentaire un brin acerbe, c'est qu'elle serait bien capable de me survivre celle-là, est effectivement toujours ici. Ta plus fidèle auditrice n'a pas déserté sa place auprès du piano sur lequel tu improvisais de tumultueux orages, ou le clapotis frais et délicat d'une fontaine, voire d'un 14. Ruisseau. Elle s'y tient encore, placide, immuable, pareille à une petite sentinelle, gardienne d'un trésor.
Te rappelles-tu comme elle était amusante, Zonzon, lorsqu'elle t'écoutait jouer, tout oui, l'œil écarquillé, la tête et le corps penchés, le cou tendu, immobile, extatique, subjugué. Sais-tu qu'après toi, aucun autre artiste n'a eu le privilège de mériter sa considération, pas même cette ancienne élève du conservatoire venue animer musicalement une soirée. Alors qu'il jouait avec ardeur, elle lui tournait dédaigneusement le dos, lui présentant la queue. Moi, sa maîtresse, son éducatrice, sa mère nourricière, son amie, j'endosse tous les rôles, me souvenant de mes prestations enfantines, ayant eu l'audace d'activer les touches d'ivoire, sa réprobation manifeste et véhémente m'a clairement signifié l'indigence de mon talent. Oui, maman. Zonzon n'a pas quitté la place qu'elle occupait, dans l'attente peut-être de ton retour, petite vigile de plume au cœur du séjour qu'hier encore tu recréais et aménageais avec amour. Mais voici qu'un vent léger par la fenêtre vient me rejoindre. Sur la commode, la pendule en bronze sonne. Tout à l'heure, ce jour aura vécu et s'unira aux autres, maillon d'une longue chaîne, dépôt cendreux d'innombrables instants. Demain je reviendrai vers toi, maman, et en ta compagnie à laquelle je crois, bien qu'elle me demeure invisible, j'ouvrirai l'impalpable livre de notre commune histoire. 15. Chapitre 1er. Celle que je n'ai pas connue. Tu as 23 ans, maman, lorsque je viens au monde, mais avant. Qu'en a-t-il été de ton enfance, de ton adolescence, de ton entrée dans la vie d'adulte? Comment s'est forgée la femme volontaire jusqu'à l'opiniâtreté, courageuse jusqu'à la témérité, forte et à la fois fragile, persuasive et créative? Quels événements ont contribué à modeler cette ardente, cette passionnée, ce phénix qui renaissait constamment de ses cendres, ce vaillant petit soldat? Tes confidences, maman, m'ont éclairé sur ton histoire, mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de les rapprocher de tes différents visages, en une sorte d'aller-retour, m'apportant un nouvel éclairage sur ton caractère, ta personnalité future. Tenir entre les mains la photo de la toute petite fille et celle de la très vieille dame sur le point de partir dans les étoiles, en passant par quelques autres intermédiaires, revient pour moi à recueillir toute ta vie telle que tu l'as ciselée au cours de ton histoire. En arrière du visage de la dernière, altéré par la maladie et le grand âge, se devine celui de la première, mais si l'enfant pose son regard sur le monde, la vieille dame, elle, entrevoit l'invisible dans ses yeux grands ouverts. Mais ne tardons pas davantage. Ouvrons l'album de famille tout empli de personnages graves paraissant plus que leur âge, posant dans des attitudes parfois solennelles, imprégnées de dignité, imposant le 16. Respect. Ils sont là les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, parfois jusqu'à la 4e ou 5e génération. Ils sont là avec les autres dont on a perdu la trace et oublié le nom, témoins énigmatiques d'une époque révolue, vie mystérieuse dont nos gènes portent mémoire. De cet album d'où s'échappe une légère poussière, tournons lentement les pages. Tout à l'heure, viendront celles qui me parleront de toi, maman, depuis ta prime enfance jusqu'à ton mariage et au-delà. Sur ces visages d'hier, j'entends déchiffrer ce que tu as tu, capter une émotion fugace, me glisser furtivement dans ton jardin secret. Tes attitudes aussi, ton habillement me seront langage, voie d'accès à ce toi, que je n'ai pas connu. Oui, par ces images arrachées à leur sommeil poudreux, je souhaite entreprendre comme un voyage, refluer dans les contrées de ton enfance, t'accompagner dans cette époque où malgré les tempêtes et les turbulences du monde, tu t'efforçais de tracer ton chemin. 1918-1939, 21 ans séparent la fin de la Première Guerre mondiale de l'entrée dans la Seconde. À un an près, c'est dans cet intervalle que tu vois le jour et grandis. Le souvenir tout proche de Verdun, des tranchées, du gaz moutarde, de l'hécatombe humaine hante encore les esprits. 1 397 000 hommes, nous dit-on, sont tombés au champ d'honneur, dont 24 000 un certain 24 août. Alain Fournier, 28 ans, Peggy et Apollinaire ont payé tribut à cette guerre. Quelle famille n'a pas 17. Perdu un père, un époux, un fils, un fiancé, un frère? Arrière-grand-mère Aline a pleuré son fils Maurice et a vu revenir ses deux gendres, le premier gazé, ton père, et le second blessé gravement à la tête. Alors que l'on s'apprête à panser ses plaies en tout genre, une pandémie, la grippe espagnole, vient à sévir sur l'Europe. Au moment de ta naissance, grand-mère en est atteinte et se trouve au plus mal. Un major anglais est dépêché auprès d'elle. La situation est grave et soulève un problème moral. Face à ces deux vies en péril, une seule semble pouvoir être sauvée.
Faut-il privilégier la mère, déjà maman de 2 précédents enfants, ou donner la préférence à cette petite créature qui s'apprête à voir le jour? L'action conjuguée de la providence et du savoir-faire du major résout le problème. On vous sauve toutes les deux. C'est sûrement sur ce récit maintes fois rappelé que s'est fondé ton attrait pour l'Angleterre et les Anglais. Néanmoins, compte tenu des risques de contagion, on t'envoie 3 jours à peine après ta naissance en nourrice à la campagne. Pauvre petite fille, à peine née et déjà arrachée à la tendresse maternelle, privée de ces liens qui se tissent au travers du toucher, de l'odeur, de la voix et de tous ces gestes qui sécurisent, apaisent, fortifient et aident à grandir. Pauvre bébé retiré de son foyer, ballotté, transporté, livré à des mains étrangères qui, les anecdotes ne manquent pas, ont souvent été pour bien des enfants indifférentes, insoucieuses de leur confort, quand selon certains faits divers, elles n'étaient pas assassines. 18. Dans ses cahiers intimes, Léonie, la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, rappelait combien elle avait souffert de l'abandon dans lequel la laissait sa nourrice. Autrefois, ses départs à la campagne s'effectuaient en charrette, mais, en hiver, en dépit de bâches et de couvertures, nombre de nourrissons périssaient, victimes d'hypothermie. Rien à craindre de cet ordre, en juin 1919. Pour autant, cet éloignement prématuré influencera votre devenir affectif à grand-mère et à toi. Tu la considéreras un peu comme une étrangère, et elle aura des difficultés à s'habituer à ta spontanéité et à ton besoin de tendresse. Ton éloignement dans un premier temps se prolongera pendant 7 ans, interrompu par de courts séjours auprès des tiens, de ta sœur et de ton frère aîné, de tes parents et plus particulièrement de ton père. À l'évidence, il te portera un intérêt bienveillant. Se reconnaissant dans certains traits de ton caractère, il ira jusqu'à dire « Celle-là, elle est bien à moi ». Malheureusement, il décédera trop tôt des suites d'inhalation de gaz pendant la guerre. Si je m'en rapporte à tes confidences, maman, ces haltes familiales n'étaient pas toujours heureuses. Tes manières de petite sauvageonne, tes expressions villageoises surprenaient. Quant à ton incoercible besoin de tendresse, il recevait peu d'écho. Ainsi t'es-tu entendu dire, les caresses de chien ça donne des puces. Heureusement, un des ouvriers de ton père qui t'appelait son petit moineau gris, consolait de temps en temps avec des bonbons tes chagrins d'enfant. Là. 19. Bonne, quant à elle, s'alignant sur le peu de considération que l'on te portait, croyait opportun de te traiter sans ménagement, en particulier au moment du bain hebdomadaire dans la bassine. Révoltée un jour, tu t'es vengée. T'apercevant qu'elle était nantie d'un bel embonpoint, tu t'es écrié « Je le sais, moi, ce que tu as là, c'est un bébé. » Injure suprême, la bonne étant célibataire. En ce temps-là, une telle situation, ce qui n'était pas le cas, vous valait l'opprobre général et la désignation de fille-mère. Plus tard, une gouvernante viendra à la remplacer, une dame charmante qui élève seule un fils alors âgé de 11 ans et enfant de troupe. Tu l'as reconnu, maman, j'évoque ici Pierre, ton premier amour, car toi à la même époque tu as 8 ans. Comme il jouait du violon, il ne manquait jamais lorsque tu étais dans les parages de se saisir de son archet. Lorsqu'il t'arrivait de dormir auprès de sa mère, il te faisait l'aubade dans la pièce d'à côté. À table pour t'impressionner, c'est en allemand qu'il aimait à s'exprimer, au point que sa brave mère, levant les yeux au ciel, s'exclamait « Fauti, fauti ». Par la suite, vos chemins divergeront, lui rejoindra le Prytanée de la Flèche et toi tu entreras dans une institution. Cependant, de loin en loin, à l'occasion de fêtes, de cérémonies, vous vous retrouverez de brefs instants, juste le temps nécessaire pour donner matière à la rêverie et donner naissance à quelques poésies. Devenue veuve, grand-mère est maintenant à la tête de l'entreprise de cuir et crépin fondée par son beau-père, lequel a remis à chacun de ses 3 fils 20. Magasin et un atelier clé en main. Elle a maintenant des ouvriers sous ses ordres, et doit faire preuve de la même efficacité et autorité que son époux. C'est une femme courageuse qui ne craint pas d'utiliser la colle bouchou, et de manier le tranchet à fendre le cuir d'une main gauche habile dont elle transmettra la dextérité à sa descendance. Bien évidemment, elle n'avait que peu de temps à consacrer à sa dernière enfant que la nourrice décrivait pourtant comme chérissante, au point de s'enquérir après une faute commise si on l'aimait encore. Ainsi a-t-on refait ton petit bagage, maman. Mais cette fois en direction d'une étrange institution,
une sorte de pensionnat qui fait aussi office d'orphelinat. Pour un coût sûrement modique et appréciable en cette période de transition après le décès de ton père, ta mère se trouvera délivrée du souci de ta surveillance et de ton éducation. Ton nouveau lieu de vie s'avérera austère, sans verdure, entouré de hauts murs gris. Peu de personnes en franchissent le seuil. À l'extérieur, on ne saurait imaginer la solitude, voire la détresse de certaines des pensionnaires. C'est dans cet univers quelque peu carcéral, véritable désert affectif que tu grandis, assumant tant bien que mal ce second déracinement, forgeant jour après jour, mois après mois, pendant près de 4 ans, ta future personnalité de battante, ta capacité à résister, rebondir, repartir, à te redresser, pareil à cette petite herbe qui se relève après le passage d'un lourd soulier. Oui, c'est dans ce lieu inhospitalier, sans chaleur, que tu es né progressivement à toi-même. 21. Porté et entraîné par cet élan de vie que le sergent-major d'hier avait su accueillir et retenir. Mais les voici maintenant sous mes doigts ces pages qui me parlent de toi, ces photos émouvantes qui en moi résonnent et prennent sens, m'arrachent à mon temps propre pour rejoindre le tien, et me faire à tes côtés jeune enfant, fillette, adolescente. Viens maman, regarde par-dessus mon épaule ou assieds-toi près de moi. Vois cette petite fille enclose dans cette photo médaillon, elle paraît avoir 2 ou 3 ans. 2 grands yeux clairs et malicieux animent son petit visage rond encadré de fins cheveux blonds. Elle adresse au photographe comme un sourire moqueur. Cette jeune enfant a l'air espiègle, tu l'as reconnue maman, c'est toi. Tu portes une petite blouse et parais assise sur une chaise ou un banc. Dans un instant, peut-être iras-tu aux côtés de ta nourrice sur ces chemins de campagne, bordés de buissons et au creux desquels, dissimulés par le feuillage, des petits nids abandonnés ou non abritent de minuscules œufs semblables à ceux vendus par l'épicière au temps de Pâques, si semblables même que tu seras tenté de les goûter puis évidemment de les recracher. Le dimanche par contre, tu seras plus élégamment vêtu et la nourrice t'emmènera à l'église du village dont la voûte étoilée invite à un céleste voyage. Ah, ces étoiles dorées sur fond bleu nuit, cette magie du cosmos aussi simplement délivrée aux fidèles, comment l'oublier? Cependant, plus bas, à hauteur d'homme, au premier rang sur un prie-dieu coussinant, la noble prestance priante de Monsieur le 22. Châtelain pouvait encore recueillir toute ta respectueuse et admirative attention. Enfin presque, car au long des murs, les scènes peintes de la Passion attiraient les regards. Toi, maman, tu avais flashé sur le manteau écarlate du centurion. Ce rouge-là, tu ne l'avais retrouvé ni sur les roses, ni sur les coquelicots, ni sur les édredons, somptueux, intenses, vibrants. Il déclenchera sûrement en toi ta première émotion esthétique. À l'occasion de la fête-Dieu des rogations, du 15 août, des processions s'ébranlaient dans la campagne. Bien évidemment, tu as fait partie, maman, de ces enfants endimanchés et pas peu fiers qui défilaient en cortège en arrière du Saint-Sacrement. J'aurais bien aimé te voir avancer souriante, pimpante, ta petite panière tapissée de dentelle et retenue au cou par un beau ruban, jetant de temps à autre d'une petite main potelée dans un geste gracieux les pétales de rose recueillis la veille par ta nourrice. Oui, vraiment j'aurais voulu te voir dans ce cortège, porté par les chants, précédé par la cohorte des enfants de chœur, enveloppé des senteurs de l'été, accompagné par le village tout entier. À cette époque, monsieur le curé portait soutane et les dizaines de boutons de son vêtement attiraient parfois la main des petits-enfants, la tienne par exemple. Mais au fait, combien y en avait-il à boutonner le matin et déboutonner le soir? Ce ne devait pas être une mince affaire que de se vêtir ou se dévêtir en ce temps-là. Sur la photo suivante, tu as grandi mais ton expression a perdu de son naturel, tu adoptes un 23. Sourire hésitant, voire gêné. Serait-ce en raison de la grosse médaille de bon travail ou de bonne conduite que l'on a épinglée à l'avant de ton gilet? Douterais-tu de l'avoir pleinement mérité? Hors des murs de l'école, n'avais-tu pas quelques bêtises à te reprocher? Ces singuliers bonbons, par exemple, fabriqués à partir de crottes de chèvre roulées dans la farine et offerts à d'innocentes victimes, et cette dispute avec la petite Léonie que tu finis par pousser dans la fosse à purin, heureusement peu profonde. Sans doute préférais-tu la compagnie des garçons plus directs et audacieux. Avec eux tu grimpais aux arbres, même au sortir d'une appendicite, ce qui t'a valu une péritonite. Enfin,
Lorsqu'ils édifiaient des châteaux de terre ou de sable, tu proposais de faire pipi dans les douves, histoire de les mettre en eau. Mis à part ces jeux, tu savais te tenir sage, t'absorber dans la contemplation des catalogues de passementerie de la couturière du village, ou mieux, plonger avec le plus grand sérieux dans l'étude du petit catéchisme puis, estimant l'avoir achevé, vouloir passer résolument à celle du plus grand, à l'ébahissement de monsieur le curé, peu habitué à tant de zèle et d'audace enfantine. Comment s'était terminé ce bras de fer entre l'autorité religieuse et la mini-ouaille? Qui l'a emporté? Ni l'un ni l'autre sûrement, un consensus avait dû clore l'affaire. Une fois, en septembre, à l'occasion des vendanges, tu avais accompagné les travailleurs dans les vignes avec ton petit panier puis, la journée achevée, tu t'étais jointe à la file de ceux qui attendaient leur salaire. 24. S'en étonna. Que veux-tu donc, ma petite Linette? Du haut de tes 6 ans, tu avais répondu hardiment. Ben, j'ai vendangé, faudrait peut-être voir à me payer. Imparable logique à laquelle on ne pouvait se soustraire. Dans l'approbation générale, tu avais reçu ton dû. À l'évidence, tu te sentais à l'aise auprès de ces villageois prêts à se réjouir de tes réparties. À la belle saison, lorsque les portes des maisons restaient grandes ouvertes, il t'arrivait de t'approcher des seuils et d'apercevoir l'un ou l'autre à table. Alors il n'était pas rare que l'on t'interpelle. Viens donc, ma petite Linette, goûter un peu de melon ou bien encore ces fraises, avec le plus grand sérieux, tu répondais, c'est pas de refus. Mais tout a une fin. Ce temps de pleine liberté dans la nature s'acheva avec le décès de ton père. La 3e photo que je tiens maintenant dans les mains te montre en citadine au milieu de ta fratrie. Ta grande sœur à ta droite, ton frère à ta gauche, vous posez tous les 3, dignes, les bras le long du corps dans une sorte de garde à vous quasi militaire. L'aînée entre dans l'adolescence et paraît satisfaite. Le frère affiche un air boudeur, visiblement il souhaiterait être ailleurs. Toi, maman, la plus jeune, la plus frêle, tu relèves crânement la tête comme si quelque part tu snobais ou oubliais la petite paysanne que tu étais peut-être encore quelques semaines plus tôt. Il est vrai que vous êtes tous les 3 élégamment vêtus, costume marin blanc pour le garçon, robe sombre mais saillante agrémentée d'un col dentelle pour les filles, avec nœuds dans les cheveux et souliers vernis. 25. Telle était ton apparence en ces années 1925 à 26, à l'aube de ton départ au pensionnat. De ce dernier lieu ne m'est parvenue aucune image, si ce n'est une photo cartonnée, bistre et très bien conservée, celle de ta communion solennelle, mais qui n'apporte aucune information ou représentation de ton environnement. Dans une attitude conventionnelle, j'aperçois une petite fille en robe blanche, sûrement d'organdi, agenouillée sur un prie-dieu. Je sais que tu n'aimes pas regarder cette photographie parce qu'elle te renvoie à une période douloureuse, celle au cours de laquelle tu partageais, sans en être une, la condition des orphelines. Tes bonnes joues masques, dis-tu, ta détresse intérieure, ta carence affective de fillette exilée, la malbouffe du réfectoire où l'on sert de la soupe au maïs et des têtes de poisson-chat, la terreur que fait régner une dame crochet, c'est-à-dire nantie d'un appareillage de l'époque, en remplacement de son avant-bras, l'inconfort et le froid qui sévit dans les dortoirs, en particulier l'hiver lorsque par économie ou négligence, on remplace une vitre brisée par un carton de dimension égale, laissant passer froidure et courant d'air. Récurrente, la tuberculose poursuit ses ravages et dans un lit voisin du tien, une de tes compagnes en est atteinte. Un matin, elle est partie à l'hôpital pour ne plus revenir. Quelques années plus tard, en 1947, une jeune fille s'enfuira de ce pensionnat. Ce fait divers révélera au public la dure condition d'existence faite aux enfants dans les orphelinats ou les maisons qui leur ressemblent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.